Comment Philippe Simon de Investir au Pays a-t-il pu bâtir une entreprise de plusieurs millions d'euros en seulement 4 ans? Comment, alors qu'il était tout jeune, cadre à la défense, a-t-il pu bâtir autour de lui une communauté de plus de 2 millions de personnes pour parler d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique? Jusqu'à tout récemment remplir le palais de Versailles pour le Back to Africa. Et ben, si tu veux une réponse à toutes ces questions, suis cette interview jusqu'au bout parce que Philippe nous livre une masterclass d'entrepreneuriat et d'investissement, mais également il nous parle de sa vie personnelle, des moments marquants. Je t'invite à suivre cette interview jusqu'au bout et de prendre des notes, de t'installer dans le canapé. Parce que j'attends de toi qu'à la fin de cette interview, que tu me dises dans les commentaires ce que tu en as pensé. Merci encore à Philippe et à l'équipe Investir au Pays de nous avoir reçus dans les locaux. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbejebe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Alors sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement principalement vers le continent africain. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu as les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre en Afrique. J'ai également ajouté un bonus de 10 idées rentables que tu peux tout de suite implémenter en Afrique. C'est dans la barre de description, c'est gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Salut à toi, aujourd'hui nous sommes à la rencontre de l'homme qui vient de remplir le palais de Versailles. Celui qui a son nom qui est sucré dans la bouche des Africains, comme le disent les Camerounais, monsieur Philippe Simon. Comment ça va, Philippe? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Est-ce que tu pourrais te prêter à l'exercice de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, si ça existe? Ils sont nombreux, Je m'appelle Philippe Simon, je suis entrepreneur, passionné d'Afrique, simplement, pour faire très court. Réponse très courte. Philippe, ma première question, déjà je suis très content de te recevoir sur ma chaîne. Tu es l'une de mes inspirations qui m'a permis de monter aujourd'hui ma chaîne aussi. Ma première question c'est, est-ce que depuis que tu es entrepreneur aujourd'hui, que tu as franchi un certain nombre d'étapes, est-ce que tu as fait ce recul-là pour savoir si il y avait quelque chose dans ton enfance qui te prédestinait un peu à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as fait ce exercice? Non, pas sous cet angle-là, mais je pense que comme tout Africain, quand tu as grandi dans des conditions difficiles, tu as appris à te battre très tôt, parce qu'au final, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est la débrouillardise. C'est avec peu de choses, parvenir à créer quelque chose. Et c'est un peu le quotidien de beaucoup d'enfants en Afrique, je pense. On grandit dans des contextes où, surtout quand tu nais de familles modestes comme moi, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants en Afrique, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination même pour les jouets. Parce que tu n'as pas les parents qui vont t'acheter. Tu trouves un pneu, après tu joues avec des cailloux, tu trouves... Il y a beaucoup d'ingéniosité chez les enfants en Afrique parce que tu n'as pas la PlayStation, tu n'as pas XYZ. Et du coup, tu crées. Donc je pense que grandir dans ces conditions permet quand même de façonner l'esprit de l'enfant à être prompt à trouver des solutions. Et c'est peut-être une base, oui, c'est peut-être une base. Et puis vivre dans la difficulté parce que on ne s'en rend pas compte quand on est petit. C'est quand tu grandis que tu te rends quand même compte que mine de rien, c'était un peu chaud quand même. Les conditions dans lesquelles on vivait. Mais petit, tu trouvais ça normal parce que ça a grandi dedans. Mais vivre aussi dans des milieux dans lesquels tu avais peu de choses fait que normalement, après, tu as envie aussi de sortir de là. Okay. Parce que justement, tu te dis, mais si moi j'ai grandi dans ces conditions, ce serait bien que mes enfants ne grandissent pas dans ces conditions. Donc je pense que dans l'enfance, tu as un peu des deux. Une histoire qui te challenge à aller plus loin et des compétences que tu as acquises de par les difficultés et simplement le contexte dans lequel tu as grandi. Ok. Bon, je ne vais pas en revenir sur ton histoire, on la connaît très bien, tu l'as raconté dans plusieurs vidéos sur YouTube. Mais chaque fois que tu fais une interview, moi je me presse d'aller écouter cette vidéo pour entendre une question et personne ne te pose cette question. C'est comment tu as fait? Personne ne te pose cette question. Et ça me paraît bizarre. Je me dis, mais pourquoi on ne lui demande pas comment il a fait? Entre un mec qui est cadre à la défense, qui touche 3 000, 4 000 euros,
jusqu'à ce qu'ils créent une communauté de plusieurs millions de personnes. Il y a le marketing à apprendre, il y a l'acquisition à apprendre, il y a les contenus à apprendre, il y a comment faire une page de vente, comment créer un tunnel. Bon, je cite des choses ici que peut-être des gens ne vont même pas connaître. Il y a tellement de connaissances. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque qu'il faut pour arriver à ce shift-là. Je me suis dit, mais personne ne te demande comment tu as fait. Est-ce que pour eux c'est un miracle? Ça ne peut pas être un miracle, quoi. Ou alors ils partent du principe qu'ils connaissent la réponse. Non, simplement, je me suis beaucoup formé. Okay. Les gens ça me fait toujours rigoler quand je vois les gens qui disent que mes formations, parce que je fais des formations, quand les gens disent que à quoi ça sert les formations, ou alors que les formations sont chères, je rigole. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai investi facile plus de 100 000 euros en formation. Ça ne m'étonne pas. Facile. Petite parenthèse par rapport à la formation chère. Les gens pensent que tu as un high ticket chez les Noirs, mais moi je pense que tu n'es pas high ticket du tout. Hein. En tout cas, il faut expliquer parce que c'est un high ticket. Ouais. Mais non, parce que justement, on veut aller vers du high ticket, on n'y est même pas encore. Donc du high ticket, c'est des formations chères. Et dans la communauté, en fait, tout le monde pense que tu es la personne qui fait du high ticket. Et peut-être par rapport à ceux qui font des formations dans la communauté, tu parais être la personne qui fait des formations chères, mais les formations, il y a des gens qui font des formations à 12 000, 15 000 euros, 20 000. Non, il se trouve que l'univers de la formation, c'est un univers qui est très méconnu des Africains. J'entends même des gens dire des bêtises en mode ils vendent des formations. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'industrie de la formation. Ce qui est drôle, c'est que des personnes vont être d'accord pour aller payer 10 000 euros à HEC par an, 100 000 euros à Harvard par an, pour avoir quoi au final? C'est une formation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont restés dans l'ancien monde dans lequel il n'y a que des écoles qui doivent former. Et c'est le problème des gens qui échouent, c'est qu'ils ne se mettent pas au niveau de leur époque et de leur génération. C'est un peu comme nos anciens parents. Quand l'informatique est arrivée, Internet, ils ont dit ça, c'est pas pour nous, c'est une histoire de jeunes. Quelques années après, ils ont été complètement mis out du marché du travail. Parce que du coup, l'informatique était devenue indispensable. Si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur, tu es foutu. Et la génération de mon père a énormément souffert de ça. Parce que quand ça arrive, ils ont dit non, mais c'est un truc de jeune. Et c'est pareil dans le business. Le monde évolue. Et si tu ne t'arrimes pas, c'est un peu comme le bitcoin et les crypto-monnaies. Quand ça arrive, les gens disent c'est n'importe quoi, c'est des faux trucs. Ces trucs-là a rendu des gens milliardaires. Donc c'est pareil avec le monde et l'économie. Il faut toujours être à l'affût de quelle est la tendance dans le monde. Et aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas assez compte, mais la tendance est de plus en plus à la dématérialisation. Ce qui fait que des gens comme toi et moi vont demain devenir des leaders de la formation. Parce que c'est eux qui vont créer des supports de formation. Pourquoi est-ce que l'univers de la formation a même switché? Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui nous apprenaient des choses dans des écoles étaient des gens qui n'avaient pas d'expérience dans ces domaines. Tu as des gens qui te font des cours d'entrepreneuriat dans des écoles ici, même à Paris, il n'a pas d'entreprise. Mais ils t'expliquent comment créer une entreprise de A à Z en te parlant de formalités. Et les gens finissent par se rendre compte que c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que des gars qui n'ont pas d'expertise nous racontent des histoires à dormir debout. Je préfère aller payer un gars qui a un petit résultat pour qu'il me montre comment faire pour avoir ce petit résultat plutôt qu'un gars qui va me raconter une grande théorie. C'est comme ça que le monde est en train de switcher en fait. Et ceux qui en ont pris conscience se sont arrimés là-dedans. Mais c'est un changement irréversible. Pendant que certains vont se plaindre, vont critiquer le système, vont dire que oui, à gauche, à droite, le système évolue et les gens ne font que... Parce que là, on parle de formation à échelle, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont créées pour faire des formations, des Udemy, il y a tellement de sociétés qui existent, des Coursera, il y a plein de sociétés qui existent pour créer des formations. Bien sûr. Parce que la formation est devenue un business. Et même les grandes entreprises ou bien les grandes écoles qu'on connaît aujourd'hui se battent pour avoir la formation. Bien sûr. Dès qu'ils mettent un catalogue en ligne, n'essaye même pas de cliquer dessus, tu vas recevoir des mails en Mais regarde, le gouvernement français a un but. Tous les États sérieux au monde ont des budgets formation. Ça dit tout quand même. La France paye par année des milliards pour la formation. L'Europe paye des milliards pour la formation. Les États-Unis payent des milliards pour la formation. Les avocats disent que c'est de l'arnaque. Ok, d'accord. Comme c'est nous qui connaissons tout. Non, je me suis beaucoup formé. Et principalement aux États-Unis d'ailleurs. Beaucoup formé. Et c'est bien que je me sois formé chez eux parce que justement chez eux j'ai appris un certain nombre de choses.
notamment par rapport au pricing. C'est pour ça que j'ai été très décomplexé par rapport au prix. Okay. Ouais. Parce que je savais combien moi-même j'ai payé pour mes formations. Et si j'avais appris à l'école francophone, je n'aurais pas été décomplexé par rapport au prix. C'est vrai. Et je me serais posé un certain nombre de questions. Mais quand tu as payé pour te former toi-même pour un truc $10 000, quand tu fais une formation à 1 000 €, quelqu'un se plaint, tu as envie de le gifler, quoi. Parce que tu sais de quoi tu parles, en fait. Mais bon, donc pour faire simple, je pense que mon secret, si on peut appeler ça comme ça, c'est que j'ai beaucoup, et je continue de beaucoup investir en moi. Ok, d'accord. Mais comment tu rencontres l'infopreneuriat? Comment tu sais que ça existe? Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce métier. C'est vrai. C'est vrai. L'infopreneuriat. C'est quoi l'infopreneuriat? C'est vrai, la vente de l'information. Oui. Je rencontre l'infopreneuriat pour t'expliquer mon parcours. Moi, je suis scientifique, comme toi. Et donc, du coup, j'ai une démarche très pragmatique des choses. Okay. Je pense que même ceux qui me suivent sur les médias voient que je suis très pragmatique et très analytique dans ma manière de réfléchir. Et je me suis juste posé une question toute simple. Comment on fait pour s'enrichir? Comment on fait? Et en partant de ce thème-là, j'ai commencé à lire et à faire des recherches sur Internet. Et je suis arrivé à une conclusion qu'il y a 4 grands axes pour devenir riche dans le monde. 4. Le salariat ne fait partie d'aucun des 4. Okay. Premier axe, l'immobilier. Tu peux devenir très riche en investissant dans l'immobilier. Et pour ça, tu dois t'appuyer sur les financements de la banque. Il y a plusieurs stratégies immobilières. J'ai commencé à en faire moi-même à mon propre niveau. Donc, j'ai développé le levier immobilier en France et au pays. Deuxième levier pour pouvoir s'enrichir, la bourse. Maintenant, tu peux mettre là-dedans les crypto-monnaies aussi, et la bourse. Et donc, je me suis rendu compte que pour la bourse, je partais de très loin. Ça demandait un niveau de formation assez élevé pour pouvoir arriver à un stade là où tu peux gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, ok, ça, je vais le mettre entre parenthèses parce que je vais me former là-dedans. Ensuite, troisième pilier, qui est en fait divisé en deux, la création d'entreprise. Au niveau de la création d'entreprise, tu as la création d'entreprise physique et la création d'entreprise en ligne. La création d'entreprise physique, tout le monde sait ce que c'est. Une boutique. Voilà. La création d'entreprise en ligne était encore naissante. Et donc, dans la création d'entreprise en ligne, tu as 2 possibilités. La vente de produits et la vente de services. Pour la vente de produits, on connaît tous ce que c'est. Amazon, tu vends un ordinateur, tu vends une table, tu vends une souris. Ainsi de suite. L'essentiel des choses que tu vois ici ont été achetées en ligne. Parce que c'est des matériels que tu peux acheter maintenant en ligne. Bien sûr. Par contre, je me suis rendu compte que le dernier volet, la vente de services en ligne, était très peu développée. Et du coup, c'était une niche dans laquelle les premiers à s'investir allaient être, comme dans tout marché, ceux qui allaient avoir le plus de marge et d'opportunités par la suite. Et donc, j'ai donc décidé de me pencher là-dedans en me demandant, mais ok, pour la vente donc d'informations, il faut avoir quelque chose à vendre. Qu'est-ce que je pourrais avoir dans ma vie que je sais et que les autres ne savent pas, pour lequel ils sont prêts à payer? C'est de là donc est parti simplement, dans un premier temps, la réflexion de il faut que tu développes des compétences. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir de manière très stratégique. Qu'est-ce que je peux faire à titre personnel? C'est pour ça qu'en fait, avant de vendre des formations, j'entreprends. Qu'est-ce que je peux faire à titre personnel qui va me permettre de développer un niveau de connaissance qui fait que je vais pouvoir le commercialiser aux gens? Pas besoin d'être un expert. Pas besoin d'être un expert. Juste savoir comment ça marche, avoir des résultats et pouvoir montrer à quelqu'un d'autre comment faire. Bien sûr. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé donc à me rendre compte que, en fait, à titre personnel, j'avais déjà commencé à faire des choses, comme par exemple des petits investissements en Afrique, et qui intriguaient beaucoup mes copains de la diaspora ici. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, en fait. Parce que je me rends compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, la diaspora s'intéresse à l'Afrique, en fait. Et donc, si je développe une vraie expertise par rapport à des choses que je fais en Afrique, ça peut vraiment intéresser les gens qui sont ici. Et de là, donc, est venue simplement l'idée de me dire, je vais davantage travailler à mes projets, davantage les développer pour acquérir davantage de connaissances que je vais par la suite pouvoir commercialiser. Ça a été ça ma démarche. C'est comme ça que je me suis rendu compte, après les compétences que j'avais commencé à développer en immobilier et en business au pays, que l'un des secteurs qui intéressait beaucoup les gens, c'était l'élevage de poulets. J'avais ma petite ferme dans laquelle j'avais commencé avec 500 poulets au pays, mais que j'étais parvenu à piloter ici, depuis ici. Mais pour parvenir à piloter ça depuis ici, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai dû payer 2-3 formations. Je suis même allé jusqu'en Suisse pour rencontrer un monsieur qui avait une ferme en Côte d'Ivoire et qui l'a piloté depuis la Suisse, pour qu'il m'explique comment il travaille. J'ai payé même pour avoir un outil de planification.
que j'ai aujourd'hui mis dans la formation et que j'ai actualisé. Pour que tu comprennes un peu quel était mon mindset, c'était d'apprendre et de pouvoir aussi être en mesure de retransmettre derrière. Et donc, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ok, d'accord, maintenant, j'ai un poulailler, je sais comment faire pour lancer un business d'élevage de poulet au pays. Je peux lancer un autre. Et donc, je peux lancer une formation dessus. Et c'est comme ça que c'est parti avec la première formation sur l'élevage de poulet. Incroyable, incroyable. Incroyable. Mais tu vois, entre le moment où j'ai fait la formation, ce que les gens n'ont pas su, c'est que c'était quelque chose qui était planifié de longue date. C'était planifié de longue date. Tu savais déjà que tu allais arriver là. Même quand, ça c'est ce que les gens ne savent même pas, c'est que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, le jour où je faisais la première vidéo, je savais déjà que j'allais vendre des formations. Je savais déjà très bien. Tu connaissais déjà le business model Je savais que tu déjà as le business utilisé. model derrière ma chaîne YouTube. Super. C'était pas une chaîne YouTube pour avoir des annonceurs Ouais. ou pour faire des histoires d'influenceurs. C'était pas mon business model. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je ne Tu fais pas fais même pas d'affiliation, rien Je du ne fais tout. pas d'affiliation. Ce n'était pas ça mon business model. Mon business model. C'est même pour ça que pendant longtemps, ma chaîne était démonétisée. Je ne prenais pas d'argent de YouTube avec les pubs parce que c'était pas ça mon business model. Excellent, excellent. Là, je comprends un peu plus parce que je me suis dit, mais personne ne me pose la question comment il a fait les formations. Il devait avoir l'info. Mais tu vois, c'est très important ce que tu dis là, par exemple, par rapport à l'expertise. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui expliquait que l'expertise, sur une échelle, en fait, si de 1 à 10, si tu as 5, celui qui a 0, il a besoin de toi. Même celui qui a 2, celui qui a 0 a besoin de celui qui a 2. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est ce que j'explique aux gens. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Le niveau où tu es déjà, tu peux aider d'autres personnes. Et puis quand tu entres dans la démarche de vouloir expliquer à d'autres personnes, tu vas toi-même te rendre compte de tes lacunes et tu vas devoir les combler. Donc tu vas encore passer de 5 à 6. C'est ça. Parce que maintenant tu vas te dire non, je n'en sais pas assez. Ou alors quand tu vas te lancer avec tes 5, les questions que tu vas recevoir vont te permettre de te rendre compte que oh, il faut que j'aille chercher. Parce que là, c'est chaud. Encore fameux. C'est vrai. Il y a un gars qui disait que Tu vas te prendre. enseigner, c'est apprendre 2 fois. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. L'autre chose que je voulais voir avec toi, c'est tu sais, quand on t'écoute, on a l'impression que tu as tout su tôt. Tu vois, épargner, quand tu es arrivé en France, ne pas faire la fête, tu vois, ces choses-là. Alors que nous, en tout cas, la plupart des gens, comme moi en tout cas, quand on est arrivé, on venait tellement d'un milieu où il y avait tellement de manque, on cherchait à combler ce manque-là, tu vois, avec beaucoup de choses, tu vois. Mais quand tu racontes ça, on se dit, mais comment il a pris conscience assez tôt comme ça de savoir que je devais épargner, je devais mettre de côté parce que plus tard, il faudrait que... L'élève modèle entre griffes, quoi. On a cette impression-là. Pourquoi, comment, est-ce qu'il y a eu un avant où ça a toujours été ça, quoi? Non, 2 choses. La première, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait mes bêtises au pays déjà. C'est vrai, c'est ce que je... Les gens, je ne dis pas ça, je le dis de temps en temps, mais j'étais très turbulent. Il y a des gens qui avaient prédit à ma mère que ton fils, il va pas, à 30 ans, il va mourir. Parce que vu comment il est turbulent, ça c'est un petit bandit en puissance. Il va mourir ce gars. Tu serais si un jour avait t'annoncer qu'on a arrêté ton fils, il était en train de voler dans une boutique. J'étais extrêmement turbulent. Donc petit, j'ai fait les 100 coups. Ok. J'étais vraiment... Je crois que ma grâce dans la vie, c'est que j'étais bon à l'école. Ok. Et si j'étais le genre de gars qui n'était pas en plus bon à l'école. Parce que moi, le problème, c'est que je n'étudiais pas à la maison. C'est-à-dire, je captais tout ce que le prof... Moi, mon moment de déconcentration, c'était à l'école. Quand le prof parlait, j'écoutais, je rentrais. Je n'étudiais pas. Et le jour de l'examen, rien qu'avec la souvenance de ce qui avait été dit là, je me débrouillais pour avoir 10-11 de moyenne. Toute ma vie, moi, j'étais monsieur 10-11 de moyenne. Mais 10-11 de moyenne sans effort. Sans effort. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que je ne pouvais pas sombrer dans la délinquance profonde parce que, mine de rien, l'éducation, ça te permet quand même de te dire, parce que tu fréquentes des gens qui ont un certain niveau à l'école, quand tu rentres à la maison, tu te rends bien compte qu'il y a quand même un fossé avec ceux qui lâchent l'école. Donc, les gars qui sont à l'école t'obligent quand même à garder un certain standing de ce que tu veux dans ta vie, ainsi de suite. Je crois que l'école a beaucoup contribué à me sauver, à ne pas complètement sombrer dans la délinquance. Mais ce qui fait donc que j'avais déjà un CV, moi, quand même. Je savais déjà ce que c'était que la délinquance. Et je ne suis pas venu découvrir la délinquance comme certains sont venus à 18 ans en France. Très jeune. Non, moi, je suis venu en France après avoir obtenu mon DUT. Donc, je n'étais pas un petit jeune de 16 ans non plus qui venait d'avoir le bac. J'avais essayé de faire le bac 3 fois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passagé. Je pense aussi que je suis le résultat de beaucoup de... Moi, je dis souvent dans ma vie, j'ai eu 2-3 tournants qui ont souvent été des moments très difficiles. L'un des tournants les plus importants de ma vie, ça a été la mort de mon oncle. J'en ai souvent parlé, mais pas beaucoup.
Ma grand-mère a eu 2 enfants, ma feu-mère et mon feu-oncle. Et mon feu-oncle, quand il était décédé, je ne te passe les étapes, mais le décès de mon oncle m'a rapproché de Dieu. Parce que je me suis rendu compte que tout est vanité en fait. Mon oncle, c'était un mec extrêmement brillant. Par contre, il n'a pas fait d'études, mais très doué à la musique. Pour le tagourel, il était tellement bon qu'il a joué avec Stevie Wonder. Wow. Il était bassiste de Stevie Wonder. À un moment donné, dans les tournées, parce que ces gars-là ont des orchestres. Mais tu n'arrives pas à jouer Stevie Wonder si tu n'es pas super bon. Je me rappelle d'ailleurs que à l'époque, on avait un chanteur qui s'appelle Richard Bona, qui est très connu. Oui, je le connais. Et Richard Bona avait le vent en poupe dans les années 98. Et donc, je crois qu'on avait dit, on a dit à mon oncle, oui, Richard Bona, c'est cela. Il dit, Richard Bona, c'est un enfant. C'est vous qui l'impressionne. Mais moi, Richard Bona, il joue bien, mais. Il ne m'impressionne pas. Donc, vous te dites le niveau de performance du gars. Donc, moi, c'était un gars très très fort techniquement. Et il avait réussi sa vie aux États-Unis, il avait habité dans une grande maison, il avait une grosse voiture, une Lincoln Navigator, une grosse. Bref. Et ce mec-là est venu au pays et il est mort en vacances au pays. Wow. Ouais. Choc. Un choc énorme ici. Je suis allé le déposer à l'agence de voyage le midi, j'allais en cours l'après-midi, en DUT justement. Et à 17h, ma mère m'appelle en larmes. J'avais jamais entendu ma mère pleurer comme ça. Son frère venait de mourir dans ses bras. Wow. Crise cardiaque. Donc, le gars, une histoire, ça a été un traumatisme dans ma famille, ce truc-là. Et moi, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, voilà un mec qui était comme un idéal. Ma vie était tracée. Hein. Mon oncle, il m'avait dit, dès que tu as ta licence, tu vis aux États-Unis, fais ta même ville, tu reviens au pays, tu lances ta entreprise familiale. Ma vie était tracée. Mais ça dépendait de lui. Et donc, quand il est décédé, je me suis dit, mais mince, damn, c'est chaud, gars. T'es foutu là maintenant. Je pleurais le deuil, mais je pleurais aussi mon avenir. Genre, mince, t'es foutu. Et pendant ce moment très douloureux, là où je remettais tout en question, Dieu est venu à moi, très clairement. Et j'ai pris conscience de la fragilité du monde que je voulais bâtir. Parce que mon oncle représentait, en termes de réussite, tout ce que je pouvais espérer obtenir. Et par contre, mon oncle avait renié Dieu. Tu sais, un peu les Américains, Dieu a fait quoi pour moi? Et ça, tu vois, ça me plaisait parce que je me disais, mais il est super sympa ce mec, mais pourquoi il en veut à Dieu? Il estimait qu'il avait beaucoup souffert, que Dieu n'était pas là quand il avait souffert, ainsi de suite. Et quand il est donc décédé, comme ça, brutalement, je me suis dit, mais mince, toi, tu peux passer à tout moment. Et ça m'a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de la nécessité pour moi de ranger ma vie. Ça a été le premier gros traumatisme de ma vie. Avant ça, il y en avait eu un autre qui était mon bac, que j'ai fait 3 fois, j'aime bien le rappeler. Et comme je pense beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de fierté. La première année où j'ai échoué mon bac, je pense que ce qui m'a même fait mal, c'est pas parce que j'ai échoué. C'est parce que des gars que j'estimais moins intelligents que moi avaient passé. Ça fait très mal. C'est pas possible. Que tel réussisse, je comprends. Mais lui, là, il a réussi. Des gars avec qui j'étudiais au quartier. Et ça m'a fait tellement mal de voir que tous mes potes partent à l'étranger. À tel point que j'avais tellement honte que l'année d'après, j'ai changé d'école pour aller dans une école où on ne me connaissait pas. Mais je n'avais pas tiré les leçons de mon premier échec. Je partais du principe que comme tu as déjà échoué une fois l'année d'après, tu vas réussir. Tu pars. J'ai échoué la deuxième année. La deuxième année, ça m'a fait d'autant plus mal parce que là, pour la première fois, j'ai vu ma mère douter de moi. Puis j'étais l'enfant qui réussissait à l'école malgré toutes ces bêtises. Donc quand ma mère m'a vu échouer une fois, elle m'a dit ça arrive à tout le monde de trébucher. Donc je suis la deuxième fois. L'enfant là. Elle m'a dit ça m'a touché. Peut-être qu'il faut qu'on t'enlève de l'école. Hein. Tu vas au quartier, on t'ouvre un petit commerce. Tu imagines, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, mais mince, oh, donc parce que j'ai échoué le bac là, on veut dire m'envoyer faire un commerce. Vendre les avis à la troisième année, j'étais en mode trop revanchard. Et c'est cette année-là que j'ai eu le bac, justement. Mais ça m'a beaucoup appris, parce que justement, cette troisième année m'a fait détester l'échec. Et depuis ce jour-là, jusqu'à pendant toutes mes études, je n'ai plus jamais repris une matière. Je suis arrivé en France, mon cursus d'ingénieur, j'ai même pris plus de matières qu'il ne fallait pour être ingénieur. Parce que tu avais le choix pour ajouter des matières en bonus. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en avance. J'avais un semestre d'avance. Tellement j'avais la rage de dire, c'est fini. C'est fini, plus jamais d'échec. Je ne voulais plus être dans la peau du mec qui a échoué. Et donc tu vois, c'est plutôt dire que des traumatismes comme ça ont été des moments très importants dans ma vie. Et le troisième, c'était la mort de ma mère. Par contre, quand ma mère est décédée, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat.
Mais c'est quand ma mère est morte que je me suis dit, en fait, je n'ai plus de... Je me suis rendu compte à ce moment-là que je vivais ma vie d'après des standards qui étaient définis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire. Et quand ma mère est morte, je me suis rendu compte que, mais en fait, tout ça, ça sert à quoi? Tu vois, tu peux mourir demain. Vis ta vie à fond. Et à partir de là, c'est comme si j'avais libéré mon potentiel. Et à partir de là, donc, j'ai vraiment commencé à me donner à fond dans l'entrepreneuriat. Et là, mes chiffres ont explosé complètement. Après le décès de maman, il y a un vrai avant, après. C'est marrant que tu dis ça. La question est juste après parce que sur les 1500 vidéos que tu as, je pense que facile, j'ai regardé 1000. Ouais. Et actuellement, en plus, ce qui est bizarre, c'est que je regarde beaucoup plus tes contenus d'avant. Ouais. Il y a beaucoup de valeur dedans. Énormément de valeur dedans. Regardez les anciens contenus. Énormément de valeur dedans. Incroyable. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te donner ce conseil à toi. Je pense que tu l'appliques. Une des choses que j'ai apprises avant de me lancer sur YouTube, parce que je me suis formé aussi à me lancer sur YouTube, c'est que il faut que tu fasses des vidéos, même quand tu n'es pas connu, en pensant au jour où tu seras connu. C'est vrai. En te disant que le jour où quelqu'un va tomber sur ta chaîne, s'il tombe sur ta chaîne sur une vidéo, il va vouloir aller regarder les anciennes. Il faut que quand il va tomber sur les anciennes, qu'il se dise, mince, il y a du contenu. Comment j'ai pas connu ce gars depuis. Et c'est pour ça que mes anciens contenus, même dès la première vidéo de ma chaîne jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils parlent de leur première vidéo, ils te disent non, j'ai honte de ma première vidéo. Oui, ils suppriment. La mienne, tu peux aller la voir, elle est là. Et j'en suis fier. Ouais. Et par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Parce que dès le début, j'étais parti dans l'idée de faire du très bon contenu. Donc toi aussi qui es maintenant dans la question de contenu, ne néglige jamais la qualité. Fais tes contenus en te disant que tôt ou tard, je vais être... De toute façon, cette vidéo va faire que je pense que les gens te découvrent. Bien sûr. Donc, comme Philippe Simon, merci au pays. Les gens vont venir. On prend même des photos. Mais ils vont aller regarder tes anciennes vidéos. Bien sûr, bien sûr. Forcément. Bien Et donc, si le contenu qu'ils trouvent au-delà de cette vidéo les intéresse, ils vont s'abonner, ils vont te suivre. Bien sûr. C'est clair. Et du coup, je disais que la question venait, je l'avais mis pour après pour ta mère parce qu'il y a, comme j'ai vu beaucoup de vidéos, il y a clairement un avant et après. C'est comme si on t'avait libéré, mais puissance 1000 quoi. C'est ok, je n'ai plus rien à perdre. C'est comme si... Et je suis allé loin. Hein. Je suis tellement allé loin parce que j'ai étudié à peu près les entrepreneurs et j'ai l'impression que les entrepreneurs qui lâchent totalement leur potentiel, ce sont des gens qui se disent ils sont prêts à mourir demain. Tu vois un peu là où le truc est poussé, c'est ils sont prêts à, donc ils vont à fond quoi, donc ils vivent vraiment leur vie. Donc c'est très intéressant que tu dis ça. L'autre question que je voulais te poser maintenant, c'était que quand tu fais tes vidéos, souvent, il y a une façon, il y a un côté un peu manichéen de présenter l'entrepreneuriat en Afrique, tu vois, la réussite. Et les gens, je vois ça dans les commentaires, les gens, ils sont, tu vas toucher leur identité quelque part. En fait, ils ont l'impression que tu leur dis, c'est seulement cette voie qu'il faut suivre. Si vous suivez l'autre voie, vous allez échouer. Ils ont l'impression que c'est A ou B. Tu vois, ce côté que tu présentes dans les vidéos, ils ont cette impression-là. Parce que bon, c'est des vidéos de 20 minutes, 30 minutes. On n'a pas le temps d'aller dans les nuances. Mais en fait, ils veulent la nuance. Est-ce que tu as le même sentiment que moi ou c'est juste... Ça dépend. Ok. Je pars du principe que tu ne donnes pas envie aux gens de faire quelque chose en les effrayant. Okay. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Si, quand une femme veut accoucher un enfant, elle pense uniquement aux douleurs, elle ne va pas tomber enceinte. Ça fait super mal ce truc. Elle va tomber enceinte. Mais après, elle pense à autre chose. Elle pense à la joie de l'enfant, à l'héritage, à la prospérité. Et ça fait qu'elle, ou du moins le couple, a un enfant. Parce que c'est comme ça que le cerveau humain est connecté. Et c'est pour ça que tu vas voir que la plupart du temps, dans nos vies même, ça s'applique à beaucoup de domaines. Les domaines où tu ne vas pas souvent avancer, ce sont les domaines dans lesquels tu es bloqué par une peur. Ouais. Et cette peur-là, elle a pris tellement de place qu'elle t'empêche de voir toutes les choses positives qui peuvent être autour. Parce qu'en général, la peur, c'est le résultat d'un schéma, d'un scénario. Si j'échoue, ça ne va pas être bien. Mais si je réussis, et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est oui, l'entrepreneuriat, ok, c'est dur, c'est vrai. Et je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais il faut que tu vois à quoi ta vie va ressembler si tu réussis. Pour que ça te donne envie d'essayer cette histoire. C'est ça. Alors oui, ça va être difficile, ça va être tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais si ça réussit, ta vie n'est plus la même.
Et plutôt que donc de rester uniquement à regarder, oui, mais ça va être difficile, ça va être difficile, regarde si le prix qui est derrière vaut la peine. Et si le prix qui est derrière vaut la peine, vas-y et affronte les difficultés. Parce que ça vaut la peine. C'est clair. Et donc, c'est ma philosophie quand je parle d'entrepreneuriat. C'est pas de dire aux gens que c'est pas difficile. Je pense qu'aujourd'hui, en toute transparence, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de business en Afrique, qui présentent leur business comme je présente les miens. Beaucoup de gens parlent de business qu'on ne voit jamais. Ouais. Et deuxièmement, quand ils parlent même de leur business, qui montrent les difficultés de leur business. Je suis arrivé à des voleurs déjà qui, dès que je fais une vidéo, ils disent que lui là, on l'a encore volé. On l'a encore arnaqué. Tellement j'ai parlé de vol, d'arnaque dans mes vidéos que les gens commencent à dire, lui là, il n'a que des problèmes. C'est quel entrepreneur qui n'a que des problèmes? Tout le monde a des problèmes au pays, tout le monde a des problèmes tout le temps. En fait, c'est ça, c'est que les gens qui te parlent d'entrepreneuriat, soit ils ne sont pas vraiment entrepreneurs, soit ils te parlent d'entrepreneuriat par délégation, parce que tous ceux qui entreprennent vivent au quotidien des problèmes. C'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. L'une des questions que je voulais aussi te poser, c'est pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de partager tes vertus? Tu vois, quand tu commences à parler de chasteté avant le mariage, des pisseurs au lit, tu vois, des choses où tu vas dans l'identité des gens, tu les touches. En fait, ça se voit dans les commentaires. Les gens sont révoltés pour certains. Ils sont prêts à révolter. En fait, c'est comme si tu es venu lui dire. Ouais, tu le touches, oui. Tu le touches. Pourquoi est-ce que moi je me suis dit, tu pouvais te dire, bah moi je vends mes formations, je parle de mon contenu, tranquille. Mais tu vas plus loin, tu dis, je veux partager mes vertus. Tout ce que je veux voir demain. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Comment je veux voir l'Afrique de demain. C'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Pourquoi tu ressens ce besoin? Parce que je n'ai pas envie que l'argent tombe entre les mains simplement des gens pour tomber entre les mains des gens. Okay. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont de l'argent en Afrique. Mais regarde ce qu'ils en font. Ils volent, ils détournent, ainsi de suite. Ah, il faut que l'argent tombe entre les mains des personnes qui ont une bonne tête, mais un bon cœur. Il y a une société aujourd'hui qui est en train de nous dire que le mal s'appelle bien et le bien s'appelle mal. Dans laquelle on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vertu, que blanc égale noir et noir égale blanc. Et moi je dis non à ça en fait. En essayant de rétablir le fait qu'il y a un bien qui existe, il y a un mal qui existe. La société peut nous dire ce qu'elle veut. Et j'ai surtout appris une chose très importante. C'est que si tu veux vraiment que les gens s'attachent à toi, il faut que tu sois sur Internet comme tu es dans la vraie vie. Ça, c'est ton cas en tout cas. Voilà. Et je pense que tous ceux qui me rencontrent en dehors de tête disent, mais tu es comme dans tes vidéos, je ne joue pas un rôle dans les vidéos, je suis comme ça. Et c'est à prendre ou à laisser en fait. C'est pour ça que je peux faire beaucoup de vidéos parce que je ne fais pas d'efforts. Oui. Je n'essaye pas de jouer un rôle, je suis moi-même. Moi-même avec mes dégamages, moi-même avec mes succès, avec mes réussites, avec mes énervements, moi-même. Et je pense que c'est ce côté authentique en fait que les gens apprécient. C'est pas que les gens sont toujours d'accord avec moi, mais les gens au moins savent que ce gars-là il est vrai. Quand il n'aime pas, il te dit qu'il n'aime pas. Quand il ne fait pas la langue de bois, il te dit clairement les choses. Moi, c'est comme ça que je suis cash dans la vie, parfois même maladroit dans ma manière de parler. Et ça se répercute dans mes vidéos. Parfois, je suis maladroit dans la manière de parler, mais les gens savent que ce n'est pas méchant. C'est de la maladresse, mais ce n'est pas de la méchanceté. Et c'est une volonté pour moi de ne pas parler que d'argent, parce que je pense que au final, le problème, ce n'est pas que de l'argent en Afrique. C'est aussi les valeurs qu'il ne faut pas qu'on perde. Sinon, on n'est plus africain. On n'est pas africain seulement parce qu'on a une couleur de peau. Non, on est africain parce qu'on a une culture et une identité que la mondialisation veut détruire. C'est clair. En nous faisant croire que le monde est un village globalisé dans lequel tout le monde voyage, sauf les Africains qui ont besoin de visa. Il y a beaucoup d'hypocrisie comme ça dans le monde, et j'estime que quand on a aussi une grande communauté comme la mienne, on a une grande responsabilité. Je ne peux pas me taire face à certaines aberrations qui se produisent au profit, je sais pas moi, parce que j'ai peur de perdre un abonné. Je me suis rendu compte que quand on entre dans les calculs de perte d'abonnés, on ne peut plus rien. On peut plus rien. Parce que ça va te mettre en prison si tu commences à te dire ah, mais si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont me penser? Oh là 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 là. Si c'est en adéquation avec tes valeurs, que tu penses vraiment que c'est ça la vérité, il faut avoir le courage de dire ce que tu penses. Et c'est cette authenticité qui va faire que les vrais vont te reconnaître. Les faux vont dire, ah, de toute façon, je dis toujours, dans la vraie vie, je ne suis pas ami avec tout le monde. Je ne peux pas être ami avec tout le monde. Donc que les gens n'aiment pas mon style, qu'ils n'aiment pas ma chaîne, qu'ils n'aiment pas ce que je fais, il n'y a pas de problème. Parce que même dans la vraie vie, on n'allait pas être amis. Bien sûr. Et ça ne me dérange pas. Par contre, la plupart des gens qui sont abonnés dans ma chaîne et qui me suivent vraiment, c'est des gens qui, dans la vraie vie, on peut être très potes. Parce qu'on s'entend. Et je suis très à l'aise avec ça. Okay. Voilà, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes vidéos. Tu fais ça parce que c'est toi.
sais, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à un moment, comme tu peux partager du contenu, tu peux passer à un contenu par jour. Je me suis dit, comment il fait ça? Et bizarrement, tes concurrents t'ont suivi. Et j'ai commencé à les traquer. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont tenir? Et 2 semaines après, j'ai vu les gens commencer à lâcher 1 jour, 2 jours dedans. Et tu as continué. Et ça m'a fait penser à un truc. La référence qui est revenue dans ma tête, je me suis dit, c'est comme, je ne sais pas si tu connais la référence du corbeau et puis l'aigle. On dit que le corbeau, c'est le seul oiseau qui peut monter sur le cou de l'aigle. Ah oui. Mais l'aigle ne fait rien. Il commence à voler. Jusqu'à ce qu'il soit tellement en l'air. Et le corbeau ne peut plus respirer. Il tombe tout seul. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, est-ce que les gars là vont pouvoir suivre? Parce que ce mec, il rentre dans sa voiture littéralement. Il branche, il parle. Et ça, franchement, pour performer à ce niveau, je me suis dit, c'est énorme. C'est vraiment quelque chose que je voudrais te dire. J'ai vraiment traqué ça, quoi. Je me suis dit, waouh! Le pire, c'est que je ne fais pas ça pour la concurrence. Oui, je sais. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie de donner un rythme ou une pression. Je fais juste ça parce que dans mon agenda personnel, je sens que je peux faire plus. Je peux donner plus. Quand j'ai commencé, moi, au début, je faisais 3 vidéos par semaine. Dès le début, 3 vidéos par semaine. C'était déjà énorme. Et ensuite, je suis passé... Mais des lives. Et des lives. Et pendant longtemps, avant de passer, beaucoup d'entre eux ont essayé de faire des lives. Ils ont arrêté complètement parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que mes lives marchent. Les gens pensent qu'il faut juste activer les boulot live et les gens vont venir aller parler. Non. Bref. Mais non, c'est... Et donc, moi, j'ai juste un programme. Et bientôt, quand on va dans ce stade, on va faire 2 contenus par jour. Voilà. Et le mois de mai, on va en faire 3. Le mois de mai, je vais introduire d'autres personnes sur la chaîne qui vont commencer à proposer d'autres choses. On a plein de trucs derrière qui vont arriver. Je voulais te demander ça, mais ça va venir après. Mais j'ai une question pour toi. À quoi te consacres-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? Est-ce que ce sont tes entreprises ou c'est toujours ton combat pour voir les Africains réussir en Afrique, tu vois? Parce que je pense que les deux ne demandent pas le même sacrifice. Non. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Aujourd'hui, je pense que je suis à une phase où je suis en train de me consacrer davantage à mes entreprises en Afrique. Okay. Pour bâtir des choses plus conséquentes. J'ai commencé avec des petits projets. Et je pense, comme Bertin, mon mentor, m'a dit, Philippe, tu n'es plus à la maternelle maintenant. Il faut que tu ailles à l'université. Donc, je suis en train de travailler maintenant à bâtir des choses plus costaudes. Mais ces choses plus costaudes demandent un travail plus conséquent. C'est un peu comme un immeuble. La partie la plus importante d'un bâtiment, c'est sa fondation. Et c'est la partie invisible. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat et le business. La partie de travail qui va te coûter le plus va être la partie qu'on ne voit pas. C'est même avec le sport. C'est dans la semaine que les gars s'entraînent. Nous, on voit le match du week-end. Mais c'est dans la semaine que ça se prépare. Et donc, c'est un peu dans cette phase que je suis maintenant dans mes business de préparation pour bâtir des choses beaucoup plus grandes qui vont me permettre de franchir aussi des paliers à plusieurs niveaux. Ça, c'est intéressant ça. Du coup, en fait, là, tu veux passer à l'autre niveau. Et d'ailleurs, en fait, je voulais te dire ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne. Parce que je me suis dit, toi, maintenant, ton rôle doit être de former des Aliko Dangote. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est déjà ça. Mais c'est ça ton rôle. Mais il faudra des gens pour former des gens qui débutent. Bien sûr. C'est l'une des clés pour lesquelles j'ai ouvert ma chaîne. Je me suis dit, en fait, Philippe ne peut plus former les gens. Non, parce que de toute façon, c'est le même principe. C'est bien que tu l'as compris. Quand tu lances un business, au début, tu te bats pour avoir certains clients. Mais arrivé à un stade, ces clients-là, tu ne les veux plus en fait. Parce que tu es passé à un autre niveau de client. Et c'est cet autre niveau de client que tu vas avoir maintenant. Et donc, ceux qui étaient anciennement tes petits clients, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui doit en prendre soin. C'est ça. C'est un peu à ça que j'ai pensé en tout cas. L'autre question que je voulais te poser aussi, c'est pourquoi tu t'embêtes à investir avec les gens? Pourquoi est-ce que... Parce que moi, je suis dans des formations où on peut investir avec toi sur certains projets en Côte d'Ivoire et tout. Et je me dis, pourquoi ils s'embêtent à faire ça? Parce que, tu sais, Philippe, moi, j'ai des entreprises en Afrique et tu as raison sur un point, c'est que quand ça appelle de l'argent. Le problème de l'entrepreneuriat, ce n'est jamais l'argent. Parce que les gens, ils me voient travailler là-dedans. Tout le temps, on me propose, Ariel, je veux investir avec toi, machin. J'ai un problème. Parce que le niveau d'éducation n'est toujours pas le même. En termes de finances, en termes d'investissement. Dès que la personne commence à parler avec toi, tu sens le truc, quoi. Et je me dis, mais pourquoi Philippe, il veut ça, quoi. Pourquoi il veut investir avec toi? Parce que ça va être difficile. Non, regarde bien, justement. On va en parler un peu. Je ne veux pas investir avec n'importe qui. Ok.
Non, et si tu regardes bien mon process, je suis extrêmement sélectif dedans. Ouais. Mais je suis parti du principe que, à un moment donné, tu dois quand même pouvoir donner la possibilité à des gens qui te suivent assidûment et qui remplissent les bons critères de pouvoir travailler avec toi. Parce qu'ils le méritent en fait. Ok. Mais dans mes critères de sélection, je suis extrêmement exigeant. C'est pas juste l'argent que je sélectionne, c'est un mindset derrière. C'est pour ça que dans mes profils de personnes avec qui... Et tu vas voir qu'au final, ils ne sont pas nombreux. Parce que justement, je mets la barre tellement haute que ils ne sont pas nombreux à venir là-dedans. Je ne fais pas du venez, investir. Ouais. Non. C'est pour ça que tu verras que sur ma chaîne, je n'en parle pas. Déjà, pour en parler aux gens, il faut d'abord que tu sois déjà dans la... Ouais. Quelqu'un qui a pris nos produits ou nos services. Et là-dedans, même tu vas te rendre compte qu'il y a encore des éléments qui font que ça élimine de plus en plus de personnes. Donc, je ne suis pas dans une logique de faire venir les gens n'importe comment. Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, je pense que dans ces milliers, ces dizaines, centaines de milliers de personnes qui ont suivi les contenus, il y a là-dedans quelques pépites que je peux aider à aller un peu plus loin. Et c'est avec celle-là que je veux travailler. Ok, super. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui parce que tellement les gens ont fait des vidéos dessus aujourd'hui sur YouTube, c'est le fait que tu as rempli le palais de vaisselle. Comment on se sent quand on est Philippe Simon et qu'on a rempli le palais de vaisselle? On se dit, c'était bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Et on pense déjà au prochain événement sur 4000 personnes. C'est du Philippe Simon, c'est toujours performer plus. Ouais. Mais tu sais, moi quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit waouh. Par contre, ça m'intéresse justement. Quel était toi ton regard? Parce que moi, je savais que la salle allait être pleine. J'ai vu les inscriptions. Ouais. Peut-être que moi, je disais ça, les gens croyaient que je blaguais quand je disais que la salle est pleine, qu'on a une salle annexe. Parce que parfois, les gens se disent qu'il doit être en train de bluffer. Oh, nous, on savait déjà ici que la salle serait pleine. Bon, ainsi de suite. Donc, du coup, ça nous a fait plaisir de voir les gens comme ça. Mais dans notre tête, je pense qu'on a eu le temps de faire le schéma plusieurs fois. Par contre, vous, qui êtes venus et qui avez vu, ça m'intéresse. Comment toi, tu as vécu ça? Honnêtement, je me suis dit, Lucas, Philippe. En fait, j'ai pensé à ta première vidéo. Ok. Et parce que c'est une vidéo que je regarde beaucoup, surtout quand je me suis lancé sur YouTube. En fait, tu n'as rien attendu pour lancer ta vidéo. On sent bien que tu as fait des montages toi-même. Oui. Tu es allé dans du contenu directement. Au début, oui. Pendant que les gens sont en train de se calculer, je dois faire ci, lumière, machin, toi tu mets une caméra, tout ça, tu vois. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, j'ai même fait une vidéo sur ça sur mon Instagram, j'ai dit, regarde, j'ai regardé la première vidéo, j'ai dit, qu'est-ce que toi, par exemple, tu dirais à la personne qui était assise ce jour-là, qui faisait sa première vidéo? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est à ça que j'ai pensé ce jour-là. Ça m'a rempli d'émotions. En vrai, parce que j'ai ramené la famille, hein, j'avais ma femme, j'avais son frère, oui, j'ai ramené de la famille, on était tous là-bas. Et j'étais fier en vrai, parce que déjà, je suis venu pour célébrer la chose. Je ne suis même pas venu. Tu es venu à plusieurs événements. Oui, je ne suis pas venu pour. Bien sûr, je voulais voir Benton Chauffe, tout ça, mais je suis venu célébrer l'événement, tu vois. C'était pour célébrer la chose. J'étais là. J'étais là, tu vois. J'étais vraiment là pour ça. Ouais. Et c'était vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Mais toi, je pense que ton regard doit être différent aussi des gens que tu as invités, comme ta femme. Ah, ma femme, elle a déjà. Parce que c'est un regard différent. Oui, toi, tu as un ancien qui comprend déjà un peu le truc. Ouais. Mais ça m'intéresse vraiment d'avoir les retours des gens qui sont venus. Ouais, elle a un canet de d'autres. Elle est repartie avec tellement d'idées, tellement de choses. Ça arrivait. Elle m'a dit, mais chaque fois que tu me parles de tes conférences là, en fait, il faut venir pour comprendre. Elle est repartie très inspirée, très inspirée. Et bon. Pour moi, en fait, ça dépend des gens. Ah, ils ont été très inspirés, ils ont bien aimé Tion, tu vois, du storytelling. Donc ça réveille les gens quand même. Donc voilà, c'était cool. C'était top. Donc, tu penses déjà au prochain événement? Oui. Malheureusement, j'aurais pu annoncer la date, mais on a 2 dates avec la salle et c'est pas encore fixé. Sinon, j'aurais annoncé la date. Mais... Parce que si tu veux remplir 4000, il faut commencer tôt. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les 3000, les 1300, 1600 finalement, on les a remplis en 1 mois. Parce que à moins 1 mois, il y avait un autre événement, Business Africa. Oui. Et je ne voulais pas faire concurrence à Business Africa dans la com. Pour pas qu'on dise, ah voilà, les Africains sont en train de se battre, chacun veut remplir son événement. Donc quand Business Africa a eu lieu, on avait 300 personnes inscrites. Or, Business Africa, c'était 1 mois avant notre événement. Mais on s'est dit, en 1 mois, si on mobilise bien notre communauté, on peut remplir. Donc, tu as fait le taf. Tu as fait le job. Donc, mais par contre, si on veut aller sur 4000, il faut prendre beaucoup plus de temps. Donc, on veut commencer dès maintenant. D'ailleurs, là, maintenant, je te parle. Suite au dernier événement, on a déjà 300 places qui sont prises pour le prochain. Les gens ne veulent plus rater. Si tu remplis on a plus 300 places en un week-end, puisqu'on avait fait une offre pour les gens qui étaient à la formation. Ouais. Donc si tu remplis 300 places en un week-end,
tu ne peux pas refaire 1300. Tu vas remplir la salle en quelques jours. Parce que là, du coup, comme tu vois beaucoup d'autres parties satisfaits, il y a beaucoup d'autres qui se disent, mais merde, parce que tu as tous des Thomas qui disent, allez d'abord, on va voir. Et on va voir. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, mais ok, comme c'était bien, l'année prochaine on sera là. Et puis il y a surtout des gens qui étaient là qui ont dit, je viendrai avec d'autres personnes. Donc je pense que on peut remplir. Non, ça c'est cool. Et ce sera sur 2 jours. Ah, ça va être top ça. Ça va être top. 2 jours. Déjà, en fait, tu sais, les rappeurs qui font les salles de 500, 600 personnes annoncent ça au moins 6 mois, 7 mois à l'avance. Hein. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Donc, ça, c'est une grosse force de frappe. L'événement aussi, j'ai eu le sentiment que tu as réconcilié, tu as réconcilié la diaspora qui est née ici avec l'Afrique aussi, quelque part. En fait, il y a ça, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant. Tu vois, à l'événement, je me suis rendu compte que, en fait, oui, il y a des gens qui sont ici depuis des années, qui sont nés ici, qui pourraient même dire, moi je suis français en vrai. Bien sûr. Et qui aujourd'hui, en fait, regardent l'Afrique grâce à toi. Quoi. Et ça, je ne sais pas si tu t'es... J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, Philippe, grâce à toi, je vais repartir en Afrique. Ou alors je dirais pour la première fois de ma vie, on a beaucoup de témoignages comme ça. On a des gens qui étaient en Afrique depuis 20 ans, 25 ans. Il y en a qui ont dit, grâce à tes vidéos, j'ai repris espoir en Afrique. J'avais complètement abandonné. Donc, et ça c'est notre plus grande joie. Beaucoup plus que les abonnés ou le nombre de salles qu'on remplit. C'est de voir ce type d'impact de transformation dans les gens. Ça, c'est notre. C'est clair. Surtout qu'eux, ils ne connaissent pas l'Afrique, quoi. C'est des gens qui sont... Ça, c'est incroyable quand même. L'autre question que je voulais te poser aussi, c'était comment tu vis la solitude en tant qu'entrepreneur? Tu sais que les gens, ils voient Philippe Simo derrière les vidéos, mais un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un de très solitaire dans sa tête, dans la façon de penser, tout ça. Oui, c'est vrai que je pense que je suis peut-être habitué. Donc du coup, je n'en souffre pas. Okay. Je suis quelqu'un qui... ça ne me dérange pas de faire les choses seul. De toute façon, l'essentiel, c'est commencer cette aventure seule. Avec ma femme, mais fondamentalement seul dans le truc. Et je suis toujours parti du principe que il ne faut pas se presser d'aller collaborer avec des gens. Okay. Et le temps m'a toujours donné raison. Beaucoup de gens viennent et rient avec toi. Mais en fait, demain, ce sont eux qui ont des poignards. Moi, j'ai vu des gens, je suis derrière leur nom ici, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient qu'on fasse des choses ensemble. Interview, créer une entreprise, ainsi de suite. Parfois, j'ai dit non, parfois, j'ai pris le temps de les observer. 3 mois, 6 mois après, quand j'ai vu ce qu'ils étaient en train de dire sur Internet, sur moi, j'ai dit, ah ok, d'accord. Non, pas qu'ils ont abandonné. C'est que tu te rends compte que si tu avais collaboré avec ce mec, il t'aurait craché dessus après. Et tu te dis, ok, heureusement que le temps a fait son effet. Donc, généralement, même les interviews, je fais très attention aux gens qui donnent l'interview. Je te donne une interview parce que ça fait des années maintenant qu'on se voit, qu'on se parle, et que j'ai pris le temps de te voir faire fonctionner. Et jusqu'à présent, tu n'as fait aucun faux pas à mon endroit. Parce que je suis quelqu'un de très loyal dans l'amitié. Très, très loyal. Moi, je peux littéralement mourir pour mes amis ou les gens que j'apprécie. Et je ne supporte pas la trahison, mais vraiment pas du tout. Tu fais un petit faux pas là, moi je suis pas avec toi. Donc les gens qui disent oui, il faut pardonner, oui, je pardonne. Mais dis, moi je suis pas avec toi. Tu fais ton truc de ton côté. Donc j'ai un niveau d'exigence très élevé vis-à-vis des relations avec les gens. Et c'est ce qui fait que justement j'évite de collaborer parce que je dis, si on collabore, la petite courtoisie qu'on avait là va disparaître. Donc autant mieux on reste dans cette petite courtoisie là, on se dit bonjour, bonsoir, on sourit. Si on va plus loin, ça va cracher. Est-ce que tes proches souffrent de ta notoriété? Non, parce que tous mes proches sont très discrets. Okay. Personne... Bon, c'est dans votre identité, quoi. Okay. Quasiment personne ne connaît ma femme. Okay. L'événement qu'on a fait la dernière fois, parler de Versailles, c'est la première fois qu'elle vient à l'événement, depuis les années que je le fais. Donc, on est très discret chez nous, très discret. Et ça protège énormément. Okay. Énormément. Donc, du coup, ils ne ressentent pas de ça à venir. On les arrête pas en route pour leur demander. Je veux dire, la notoriété qu'il y a autour d'investir au pays se limite à moi. Ça ne les affecte pas du tout. Même quand les gens, je sais pas, quand les gens écrivent des mauvaises choses contre toi, ça ne les affecte pas? Ah, si. Au début. Ah oui. Moi, on est tous vaccinés maintenant. Ok. C'est une aventure qu'on a tous vécu ensemble. Ok. On a vu, et puis surtout, on s'est rendu compte que les gens sont méchants. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se trompe et qui a une opinion qui est biaisée. C'est quelqu'un qui veut
te détruit profondément. Et qui crée des choses même qui sont fausses à ton endroit avec le but manifeste de te nuire. On en a qui sont devenus des obsédés. Peut-être qu'ils rêvent de moi, matin, midi, soir, partout, ils me voient partout. Mais non, et ça, heureusement que ça n'a pas été ça au début. On a eu des petits cas, donc on a grandi tous ensemble aussi. On a appris à endurer les choses. Je pense que si ce niveau d'aversion, de difficulté que j'ai, enfin difficulté, le niveau de confrontation que je peux avoir aujourd'hui, si j'avais eu ça au début, j'aurais réagi différemment. J'aurais réagi, j'aurais peut-être fait des vidéos pour dire mais c'est qui ce point, ainsi de suite. Juste qu'au début, on a eu d'autres cas qui nous ont appris. Et du coup, tu as appris petit à petit comment gérer ce genre de crise. Parfois même, j'ai fait des réponses parfois, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc, je me suis assagi avec le temps, qui fait que maintenant, tu peux prendre une fanfare, tu cries tout ce que tu veux, la trompette même. Je ne te regarde même pas. Je ne te regarde même pas. Donc, du coup, je pense qu'on a tous évolué comme ça. Ce qui fait que maintenant, quand les gens disent ça, on ne les suit même pas. Ce sont les gens qui viennent parfois me dire, est-ce que tu sais que tel a dit ça? Ah, ok, d'accord. Je ne suis pas au courant. Parce que je pars du principe que c'est parce que tu accordes du temps et de l'importance à ça que ça te touche en fait. Mais si tu ne sais même pas que quelqu'un dit quelque chose de toi. C'est vrai. Et que tu vas te concentrer sur ce que tu fais. Travaille juste. Travaille juste. On me dit, mais tel t'a copié, tel t'a triché. Je dis, quand quelqu'un te copie, c'est un très grand compliment qui te fait. Ce que tu fais est très bien. L'un des plus beaux compliments que quelqu'un puisse te faire, c'est te copier. Parce qu'il reconnaît par là. Oui. Voilà. Que tu... C'est tout. C'est vrai parce que si tu vois aujourd'hui, même en Afrique, moi je regarde plein de gens démarrer des vidéos pour parler de la ferme, pour parler de plein de choses. Non, mais c'est bien qu'il y ait cette émulation. Ça, je suis d'accord. Qu'on ait créé, parce que le YouTube africain était très pauvre en termes de contenu business. Donc c'est bien qu'il y ait eu ça. Ce que je trouve juste dommage, c'est le fait que certains acteurs n'aient pas compris qu'ils doivent être authentiques. C'est clair. Parce qu'au fond, c'est ça qui va faire que tu te sens bien sûr. Tant que tu vas être la pâle copie de quelqu'un d'autre, les gens préféreront toujours aller à l'original. Ils vont voir, ça se sent de toute façon. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais tel là, c'est toi qui l'as formé. C'était énorme. Même les miniatures, tout. Et puis, ça se voit tellement. Pire. Je change de miniature. Ça change. Parce qu'ils se disent que peut-être le secret est là. C'est incroyable. Non, ça va toujours. En tout cas, bon. Mais c'est bien, parce que du coup, à ton niveau, ça te pousse aussi quelque part à te dire. À challenger. Oui, les gens regardent ce que tu fais. Il faut que tu fasses des choses bien. Il faut que tu fasses des choses bien. Non, c'est bien. Là, j'avais la question pour t'avoir, mais je voulais te poser une question. Quelques mots et voir comment tu les classes aujourd'hui. Amour, argent, Afrique, famille, bonheur, épanouissement. Comment je les priorise, hiérarchise? Il y a des mots qui sont numéro 1, famille. Bon, j'aurais même mis un autre qui n'a pas mis foi. J'aurais mis foi d'abord, ensuite famille. Ensuite, famille, moi je mets avec amour, bonheur, accomplissement, tout ce que tu veux. Et après, le reste vient dans les paliers après. Afrique, tout ça, ça vient après. Ok, très intéressant. Bon, on est à la fin de l'interview. Hein. Ça c'est un concept que j'ai rajouté dans les interviews, c'est free flow. En fait, je sens un mot et tu dis ce que tu en penses. Ok. Alors, France-Afrique. Il faut que ça se termine. Pas mal, pas mal. Entrepreneuriat. C'est la clé pour développer le pays. Ok. Être riche. Ça, c'est philosophique. C'est pas simple. Être riche, ça ne doit pas être l'objectif. Okay. Ça doit être une conséquence. Okay. Ça ne doit pas être l'objectif. Okay. La liberté. Fondamentale. Okay. Fondamentale. Mais tu ne peux être libre que quand tu sors toi-même de ta propre zone de prison. Parce que chacun d'entre nous se met une zone de prison. Qu'il doit élargir. Si tu es libre là-dedans, la liberté de quelqu'un qui est libre là, c'est pas pareil. C'est clair, le dernier c'est le travail. Parce que ça, c'est une valeur que tu mets beaucoup en avant quand tu es libre. Oui, le travail, c'est le bonheur de l'homme. Okay. Je ne sais pas, pour certains, je travaille beaucoup, mais je ne compte pas. Oui.
je peux travailler jusqu'à 3 heures du matin, je relance le lendemain. Je ne compte pas le temps de travail parce que je ne vois pas ça comme ça. Parce que j'aime ce que je fais et ça, c'est l'une des grâces vraiment que j'ai avec investir au pays et mes autres business, c'est que je ne me lance pas dans des choses que je ne kiffe pas. Parce que quand je kiffe quelque chose, j'ai la passion pour ça. Et derrière, les résultats vont suivre. Parce que je sais, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention quand tu vas compétir avec quelqu'un, s'il est dans un domaine dans lequel il est talentueux et passionné. Il te sera très difficile de le dépasser. Tu vas dans l'eau avec la baleine. Moi, je regarde dans les documentaires animaliers. Regarde bien que quand tu vas dans ces documentaires là où il y a un animal qui est en train de boire, oui, le crocodile. Qu'est-ce que le crocodile fait quand il attrape? Il le ramène dans l'eau. C'est l'obsession du crocodile. Le ramener dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est que dès que tu te ramènes là-dedans, tu fais pied. Tu n'as plus de pied, tu n'as plus de repères et je t'achète. C'est très intéressant. Donc c'est la même dynamique quoi. Okay. Il faut pouvoir être dans ce domaine-là, dans lequel tu es comme le crocodile dans l'eau. D'accord. Et si quelqu'un vient dans ta zone, ben, tu l'amènes. Tant pis pour lui. Super. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi Ariel. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui aimeraient entreprendre en Afrique, un jeune qui te suit aujourd'hui et qui se dit moi aussi je peux, qu'est-ce que tu lui dis? Ben, j'ai envie de lui dire que si tu veux entreprendre en Afrique, il faut bien prendre conscience de ce qui te motive d'abord. Que ce ne soit pas juste l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que tu aies une motivation plus profonde que l'argent. Parce que si c'est juste l'argent, quand ça va être difficile, tu vas abandonner. Il faut que ce soit plus profond que l'argent. Et il faut que tu sois vraiment dédié à ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont de très belles idées, de très beaux projets, mais qui sont très distraits. Distraits par la société, distraits par les filles, distraits par l'alcool, distraits par les boîtes. Si tu dis que tu veux être un entrepreneur, il faut que tu sois focus. Donne-toi quelques années de travail et tout ce que tu veux faire là aujourd'hui, ça ne fuit pas. Juste que si tu le fais maintenant, ça va te détruire. Si tu prends le temps de construire ton business et ton empire, tu vas davantage savourer toutes ces choses. J'aime souvent le dire aux jeunes, tes options, même en termes de femmes, sont très limitées quand tu es encore étudiant. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est vrai. Quand tu commences à gagner un peu de sous, tu t'ouvres d'autres portes. Et plus tu vas gagner, plus tu vas bâtir, plus tu t'ouvriras d'autres portes dans tous les domaines de ta vie. Donc, ne fais pas des choix rapides que tu vas regretter après parce que tu vas te dire, mais mince! Donc, ce genre de choses existait. C'est clair. Prends le temps de bâtir, de te construire et après, savoure avec tout ce que tu auras autour de toi. Merci beaucoup, Philippe.